Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Kuster et Sophie Bonduel-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la 3e saison d'Odile, le podcast. Et on change un peu le format cette saison pour mieux refléter l'actualité de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre les désordres de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire changer le format ? Bien simplement, au début de chaque épisode, nous aurons le plaisir avec Sophie de faire un tour d'horizon des événements, des papiers, des actions qui ont retenu notre attention. Un point pour mieux montrer dans le podcast comment s'organisent les initiatives dans la francophonie pour relever ce défi dans un contexte en 2024 particulièrement marqué, comme vous le savez, par les nombreux rendez-vous électoraux prévus, puisque près de la moitié de l'humanité est appelée aux urnes cette année. Avec moi, dans Odile le podcast, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors Sophie, dans cet épisode, nous allons parler du renforcement du rôle des femmes dans la lutte contre la désinformation et dans le journalisme. Et pour ce faire, nous accueillons Gagnat Bello, journaliste et blogueuse à FGI Bénin et à Elle Média, qui nous rejoindra depuis Cotonou, et nous évoquerons avec elle comment renforcer le rôle des femmes dans la lutte contre les désordres de l'information, notamment. J'écoutais des femmes, des gens parler de l'importance de former les femmes, de l'importance que les femmes deviennent des leaders. Mais pour commencer, Sophie, parlons actu. Oui, on commence avec ce programme de l'ICFJ baptisé Empowering the Truth, un programme donc en 6 langues, dont le français. Il offre 1 mois de formation gratuite pour les francophones sur la lutte contre la désinformation, soit une formation chaque jeudi du mois de mars. À la fin du sommet, les participants seront éligibles à des subventions et à un mentorat. La première session commencera le 7 mars avec Laurent Bigot de l'École publique de journalisme de Tours. C'est l'occasion de rappeler aussi, Guillaume, que chez Odile, nous proposons des formations. Elles sont à retrouver sur notre centre de ressources sur odile.org. Ouais, Empowering the Truth, ou en français on pourrait dire renforcer la vérité. En tout cas, c'est une des initiatives de l'ICFJ. Une autre actu qui va peut-être faire sourire les fans de jeux vidéo, mais fait nettement moins rire quand on se rend compte des révélations de l'agence française Viginum, qui vient de sortir un rapport appelé Portal Combat. Donc Portal Combat, voilà, c'est pour la blague. Mais pour le reste, cette enquête détaille comment l'appareil de propagande russe entretient un réseau de 193 sites internet de désinformation entièrement automatisés. Des sites appelés par exemple Pravda et qui visent essentiellement les lecteurs des pays occidentaux et les Ukrainiens. Le problème, c'est que cette armada de sites internet a pour mission de décrédibiliser l'Ukraine et ses dirigeants en propageant de fausses informations. Ils diffusent tous des contenus de manière automatique depuis des agences de presse ou des sites officiels russes ou encore depuis des comptes de réseaux sociaux, évidemment pro-russes, et ces contenus sont traduits en langue locale, que ce soit en France, en Espagne, au Royaume-Uni ou même en Ukraine directement, notamment dans l'est du pays à destination des populations russophones. Et selon le public visé, le système baptisé Portal Combat va sélectionner les articles susceptibles de marcher le mieux, donc d'être le plus lu sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ce qui fait froid dans le dos, c'est que les propagandistes non seulement publient massivement, Viginum par exemple a compté plus de 150 000 articles en moins de 3 mois, mais ces contenus sont bien référencés sur les moteurs de recherche. On peut terminer quand même par relativiser un peu. Malgré cet arsenal de propagande, l'audience réelle des sites de Portal Combat est jugée assez faible par Viginum. Pravda.fr, par exemple, n'aurait que 30 000 visites par mois. Parlons maintenant d'une fiche pratique, Guillaume, celle proposée par le studio Médiane pour définir son modèle économique. Très détaillée, cette fiche, qui tient plutôt lieu de guide d'ailleurs, est à destination de toutes celles et ceux qui souhaitent lancer un projet. Où qu'elles et ils soient d'ailleurs dans le monde. Leurs conseils peuvent s'appliquer à des projets de fact-checking ou d'éducation aux médias et à l'information. Le studio Médiane s'est basé sur des modèles centrés sur les publics, comme celui du Bristol Cable en Angleterre. Ce média d'enquête locale, en accès libre, appartient entièrement à ses 2700 membres. Le guide de Médiane est une base solide de réflexion pour choisir son modèle économique. Et on termine en se demandant si c'est si compliqué que ça, le data-journalisme finalement. Pas forcément, quand on sait ce qu'on cherche, nous dit un article de Paul Bradshaw. Paul Bradshaw, c'est un data-journaliste réputé, et pour tous ceux qui pensent que le data-journalisme c'est trop compliqué, il vient nous expliquer que, non, si on y va petit à petit,
Ça peut aller. Dans cet article, traduit en français par le GIJN, Paul Bradshaw propose un plan en 4 étapes pour se poser les bonnes questions et faire parler les données. Quels sont les graphiques qui font sens? Comment présenter l'information au mieux? Qu'est-ce qui est pertinent? Bref, je vous laisse découvrir cet article que vous retrouverez évidemment en lien dans les notes d'épisode. Bonjour Gagnette Bello. Bonjour Guillaume, bonjour Sophie. Merci de nous rejoindre dans le podcast. Nous avons souhaité vous inviter pour vous entendre sur cette question de la place des femmes dans la lutte contre les désordres de l'information. Vous avez créé El-Media, une plateforme d'information qui prête une attention particulière aux femmes. Vous êtes également vice-présidente de FGI Bénin, le Forum pour la gouvernance d'Internet au Bénin. Est-ce qu'on peut commencer par un rappel sur vos tâches, vos rôles dans ces deux institutions? D'accord, merci. Avant de répondre directement à la question, je suis journaliste blogueuse de profession et j'ai un média qui est El-Media qui traite plusieurs informations relatives au Bénin et en Afrique prioritairement. Le FGI Bénin, c'est l'association, le forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Cette association a une vie de plus de 12 ans. C'est en même temps, pour le cas du Bénin, une association et un événement. Un événement parce que chaque année, depuis plus de 12 ans, nous organisons le FGI Bénin, une édition du FGI Bénin, le Forum sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Une rencontre qui rassemble les cadres multi-acteurs pour la gouvernance de l'Internet au Bénin, à savoir les utilisateurs d'Internet, la société civile, le gouvernement, les entreprises du secteur public et privé et les universitaires. L'idée, c'est de rassembler tout ce bon monde-là autour d'un thème précis à Internet et qui est recommandé par le FGI Monde. Le rôle aussi de l'association FGI Bénin chaque année, c'est d'organiser le GI. Le GI qui est l'école sur la gouvernance de l'Internet au Bénin. Cette école a pour objectif de former pendant 2 ou 3 jours de jeunes personnes, femmes et hommes, sur les questions de gouvernance de l'Internet au Bénin. Pour cette première édition en 2024 que nous sommes en train d'organiser et qui va se dérouler fin mars, nous avons focalisé notre attention sur la thématique des deepfakes. Et les participants sont prioritairement 75-80% des jeunes femmes béninoises. Voilà un peu ce qu'est le FGI Bénin, dont c'est une association. Et moi, actuellement, dans le FGI Bénin, je suis la vice-présidente de l'association et j'ai un mandat jusqu'en 2025. Oui, donc on va en parler évidemment de cette question aussi du dénigrement des femmes en ligne. Vous venez de l'évoquer avec la question des deepfakes, donc ces vidéos ou ces audios qui se font passer pour quelqu'un, mais généralement c'est dans un but de manipulation. On est très heureux de vous avoir puisque vous portez ces deux casquettes, à la fois à FGI Bénin et puis également dans votre blog El-Media, qui symbolise ou cristallise, j'allais dire, votre point de vue sur la position des femmes dans la société. Est-ce qu'on peut dresser une sorte d'état des lieux aujourd'hui sur comment vous voyez au Bénin et peut-être ailleurs également la place des femmes dans ce contexte informationnel? Lorsqu'on revient à la place de la femme dans le traitement de l'information, dans le traitement des fake news et qu'on se focalise sur les actions du FGI Bénin, il faut dire, si j'ai bonne mémoire, qu'entre 2020 et 2023, le FGI Bénin a piloté et ou participé à plusieurs projets de traitement de l'information et qui a priorisé, ces projets qui ont priorisé plutôt les femmes. Je me rappelle en 2020, nous avons organisé plusieurs webinaires avec des thématiques variées, dont la désinformation et la mésinformation. Et pour le cas des formateurs qui venaient du Bénin, nous étions seulement 4 femmes qui étions formateurs sur ce projet-là. En 2021, le FGI Bénin a mis en place un projet, plutôt une campagne de sensibilisation sur les fake news et les discours de haine sur Internet et les réseaux sociaux en période électorale. Alors, l'un des volets de ce projet-là, c'est la création de la plateforme antifakenews.bg, où plusieurs internautes nous envoyaient des informations qu'ils recevaient
et nous demandait si c'est vrai ou si c'est faux, ces informations-là qu'ils recevaient sur les réseaux sociaux ou Internet. Et nous prenons la charge de traiter, d'aller vérifier cette information-là et nous donnons la bonne information après sur la plateforme. Alors, on avait constitué dans le temps, au sein de l'IFGI, une équipe de plus de 10 journalistes et blogueurs formés et qui devaient traiter cette information-là. Dites-vous, dans cette équipe, il y avait 7 femmes. Si je dois aller plus loin, récemment, entre 2022 et 2023, avec ce projet de jumelage entre initiatives francophones, le FGI Bénin a travaillé avec Togo Tchèque, la première édition de cette initiative de l'OIS. Et justement, les fact-checkers côté FGI Bénin, il y avait 50% de femmes et 50% d'hommes. Vous le disiez à l'instant, Gagnat, donc au FGI Bénin, il y a quand même une belle représentation des femmes, une grande place des femmes. Somme toute, force est de constater que dans la plupart des organisations, médias, c'est pas le cas. Selon vous, comment on pourrait renforcer la présence des femmes dans le secteur de la lutte contre les désordres de l'information? J'aime à dire que après les politiques et les people, c'est les femmes qui viennent en troisième position et qui sont victimes. Moi, j'aime à dire ça. Je n'aime pas de statistiques scientifiques basées sur cette affirmation, mais c'est mon opinion propre, qui sont victimes de la désinformation des fake news sur Internet et sur les réseaux sociaux. Imagine qu'un site qui dit que Michelle Obama, qui est un véritable exemple pour les femmes, pas seulement africaines, pas seulement américaines, mais pour les femmes dans le monde entier, qui rêvent de leadership, qui rêvent d'être des exemples pour les générations présentes et futures. Imaginons qu'on estime que Michelle Obama est née de sexe masculin. Imaginez ce que ça peut faire. C'est une mauvaise chose et il est important, pas seulement dans le secteur privé, associatif ou dans le secteur du gouvernement, de s'intéresser un peu plus à ce sujet-là. Il est important qu'on crée des creusets pour en parler, pour mettre en place des initiatives à moyen et à long terme pour vraiment développer des thématiques sur ce sujet que beaucoup ignorent. Quand on parle, par exemple, des informations genrées, aujourd'hui, au Bénin, on vous demanderait, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est un nouveau concept que vous ramenez de l'Occident ou est-ce que cela existe aussi dans nos contextes africains? Est-ce que justement, Gagliat, la solution, elle n'est pas du côté de la formation, tant des professionnels que des publics? C'est l'éducation qui permet de réduire l'analphabétisme, de réduire l'ignorance. Donc, partir de la formation, c'est, je pense, l'une des meilleures solutions que l'on pourrait envisager. Formation, d'accord, mais après la formation, il faut créer des creusets de suivi. Il faut créer des creusets d'initiatives qui sont comme la corde tressée après cette formation-là pour que les idées et objectifs visés par cette formation-là soient implémentés pour que le mal dont nous souffrons aujourd'hui en tant que femmes dans ce milieu de désinformation puisse peu à peu être réduit. Alors, on avait consacré d'ailleurs un épisode de ce podcast à la désinformation genrée et était revenu en piste de solution l'établissement de rôle modèles, de personnalités féminines à suivre qui donnent l'exemple aussi aux jeunes filles et aux femmes qui se lancent dans la vie ou qui continuent simplement leur vie et essayent de se faire la meilleure place possible pour elles-mêmes. On sait qu'il existe en Afrique des initiatives 100% féminines comme Pan-Africaine, l'Africa Women Journalism Project, Wana Data Africa par exemple. Est-ce que ça, pour vous, c'est un moyen aussi d'afficher le fait que les femmes ne méritent pas d'être victimes de désinformation genrée? L'idée qui veut que plusieurs femmes, seulement des femmes 100%, se réunissent pour discuter ou traiter de sujets divers, c'est déjà en son sein génial. C'est ce que l'on appelle de plus en plus la sororité. Et je me dis, c'est creusé comme les Panafricaines dont je suis membre. J'ai participé à la première édition des Panafricaines à Casablanca au Maroc. Je pense que réunir ces 4 femmes journalistes africaines au sein des Panafricaines, c'est déjà un maillon fort
pour non seulement traiter de ce type d'informations qui vont à l'encontre de l'idéal que nous voulons pour la femme moderne en Afrique et dans le monde, mais c'est aussi une opportunité que les gouvernants et la société civile et d'autres personnes peuvent saisir pour aider les femmes à mieux se développer. Au Bénin, je sais qu'il y a plusieurs initiatives qui rassemblent des femmes, mais elles ne sont pas focalisées sur le traitement de la désinformation. Je sais que, par exemple, au Bénin, il y a l'initiative Women EdTech qui forme prioritairement plusieurs femmes dans les outils du numérique. Il y a aussi l'initiative Femmes Codeurs Initiative, qui n'est pas seulement béninoise, mais aussi africaine, qui forme des femmes dans la robotique. Je me dis que si nous parlons de plus en plus de la désinformation genrée, ça va permettre à cette initiative qui se focalise sur le numérique, sur les IA et autres, d'aussi de prendre en compte le traitement des fake news. Quel conseil vous donneriez, Gagnad, vous qui avez déjà une très belle expérience, à une jeune vérificatrice de faits, à une jeune blogueuse, qu'elle soit en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Moi, je dirais comme ça, qu'il faut faire beaucoup attention. Jeunes journalistes ou jeunes blogueuses, aujourd'hui, nous sommes drainés par les influenceurs, ceux qui font les challenges, les musiciens qui priorisent les challenges. Donc, une jeune blogueuse qui arrive dans le milieu et estime et se dit qu'elle est blogueuse et s'est formée pour ça, a, je pense, comme premier objectif d'être une influenceuse, d'être vue à la page, d'avoir des milliers ou des dizaines de milliers d'abonnés. Mais l'objectif premier, c'est pas forcément de travailler pour la communauté, de travailler en faveur des femmes, de travailler avec des thématiques relatives à la désinformation tout court, voire la désinformation genrée. L'objectif premier, arriver dans ce milieu, arriver sur Internet, c'est de se faire de l'argent, d'être bien vu, de mieux s'habiller, d'avoir des véhicules à la moto et tout. Et on est un peu dénaturé parce qu'on voit ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux. On voit ceux qui ont les opportunités, ceux que les grosses structures appellent pour les publicités ou pour les grands événements et autres. Et on aimerait être à leur place. Alors, la jeune blogueuse de 18 ans ou de 20 ans qui vient dans le milieu, tout de suite est happée par cela. C'est un regret que vous exprimez? On a l'impression que vous parlez de ça parce que vous en avez trop vu. C'est un regret, mais ce n'est pas un jugement. Parce que quand on revient sur l'exemple de cette jeune blogueuse-là, malheureusement, elle va prendre ce pas si on ne la motive pas, si on ne lui explique pas via des formations dont on parlait tout à l'heure, pour dire que l'information genrée, le traitement de la désinformation en ligne, c'est un travail pas seulement pour cette génération, mais seulement pour le futur du monde. Et aussi pour la crédibilité des réseaux sociaux, pour la crédibilité de l'outil qu'est Internet. Donc, je me dis que la jeune blogueuse, elle ne doit pas être seule. Elle ne doit pas être individu lorsqu'elle commence sur les réseaux sociaux. Elle doit entrer dans un creuset qui traite de ce type de thématique-là afin de mieux la mouler dans le système. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut un système de mentorat avec des personnalités plus expérimentées qui puissent les guider. Est-ce qu'il n'y a pas une tension ici? Parce que justement, on fait le constat qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ce milieu-là. Donc, qui va mentorer ces jeunes filles qui arrivent dans le métier? Mentorer quelqu'un, on n'a pas besoin forcément d'une femme avant de mentorer une jeune fille qui arrive dans ce milieu-là. Par exemple, au Bénin, nous avons l'association des blogueurs du Bénin. Au départ, je faisais partie de cette association-là. Ce sont des membres créateurs de cette association qui nous ont formés, nous, en 2014, et qui ont permis que moi, par exemple, qui était seulement un journaliste à radio-télévision, de créer ma plateforme et blog et de commencer par me dire que je suis aussi blogueuse. Donc, cette association a pour mission, entre autres, d'accueillir les jeunes femmes et les jeunes hommes nouveaux blogueurs dans le monde au Bénin. Et ils organisent en leur sein des activités, des formations pour mieux orienter ces jeunes-là. Ils ont aussi, grâce à des partenaires, des subventions pour des formations, des projets orientés
traitement de la désinformation orienté égalité genre, orienté santé et au féminin. Non, je me dis que c'est l'un des creusets que l'on peut exploiter si l'on veut atteindre les objectifs que nous nous fixons. Parlons de lutte contre la désinformation genrée. Il y a un autre aspect de notre conversation qui est intéressant, en tout cas qui m'interpelle, c'est on parle des femmes dans la désinformation, mais on peut aussi parler des femmes qui sont victimes de cyberharcèlement, de cyberviolence. Et on sait que les femmes journalistes, notamment, le sont particulièrement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé au Bénin également? Oui, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il y a une association, FFJAD. C'est un ensemble de jeunes femmes regroupées au sein d'une association et qui travaillent sur plusieurs projets thématiques relatifs à l'autonomisation des femmes, à l'entrepreneuriat féminin et à la formation des outils sur le numérique. Je crois sur un peu plus d'1 an, cette association a été victime de cyberharcèlement. Sérieusement. Et l'affaire est allée jusqu'à la justice. Et finalement, ils ont pu par des enquêtes, connaître cette personne à la base de cette attaque sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et après, la justice a donné gain de cause à cette association-là. Vous parlez tout à l'heure des acteurs qui peuvent agir contre à la fois le manque de représentativité des femmes dans le milieu des médias, de la lutte contre la désinformation, etc., mais aussi contre ce qu'on vient d'évoquer, les violences contre elles. Qui sont ces acteurs pour vous? Est-ce que ça doit passer par de la régulation, donc une action du gouvernement? Est-ce que ce sont des actions d'associations, de personnalités publiques? Parce qu'il y a des facteurs culturels derrière aussi qu'il faut changer, et on sait que les facteurs culturels prennent du temps à évoluer. Les acteurs qui peuvent agir. Déjà au Bénin, il y a cet outil qui est important, le code du numérique. Depuis qu'il est là, sur les réseaux sociaux, on ne remarque plus autant de libertinage ou même des personnalités politiques ou culturelles ou des artistes célèbres pour rien du tout. On salit leur réputation en ligne. Il y a plusieurs cas qu'on a relevés et grâce au code du numérique, certains internautes sont entrés un peu plus dans la droite ligne. Aujourd'hui, cette mission qu'on se donne dans le traitement de la désinformation genrée ne concerne pas une seule personne. Ça concerne tout le monde. D'abord, nos gouvernants qui doivent s'intéresser au sujet et justement, comme vous le dites, mettre en place des textes de loi pour mieux orienter les législateurs. Qu'est-ce que je dis? Les législateurs doivent mettre en place des textes de loi pour mieux sensibiliser et punir des faits de ce type-là. L'autre chose, c'est aussi les organisations internationales qui, dans le déroulement de leurs actions chaque année, doivent plus s'intéresser à l'importance de ne pas salir, entre griffes, l'image des femmes sur Internet et les réseaux sociaux en faisant plusieurs campagnes dans ce sens-là. Au Bénin, depuis quelques années, on remarque plus des investissements qui vont dans le sens de la santé reproductive de la mère et de la jeune fille. Plusieurs campagnes à travers les associations de femmes et autres sont mises en place et sont réussies. Pourquoi ne pas aussi saisir ces outils-là, ces associations-là, pour aussi mettre en place des projets et dans le sens de lutter contre la désinformation genrée. C'est aussi une responsabilité propre. Moi, en tant que femme ou en tant qu'homme, sur mon smartphone, je reçois un message qui salit l'image féminine d'une de nos autorités ici ou de notre ministre de la Communication et du Numérique qui salit sa réputation en ligne. À moi, consciemment, de chercher à voir si l'information elle est vraie ou pas, avant peut-être si c'est utile de la partager. Il y a un acteur dont vous n'avez pas parlé, j'aimerais bien entendre votre avis sur son rôle, c'est l'école. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des initiatives qui ciblent
des écoles pour faire des campagnes de sensibilisation, dans le sens de l'engagement citoyen, peut-être, de la participation citoyenne, de l'importance de la démocratie dans nos pays. C'est aussi une occasion pour inciter les écoles, le gouvernement à travers nos ministères de l'éducation primaire et secondaire, de penser à peut-être insérer dans le système scolaire ou à mettre à jour justement le contenu de nos programmes dans le système scolaire. On ne peut pas donner des formations ou donner de l'instruction à base des éléments datant de 90 ou de 70. Là, c'est juste pour faire rire, mais au fur et à mesure que nous évoluons, surtout avec l'avènement de l'Internet et du numérique, tout est dynamique. Et on a besoin justement, pour la formation d'une meilleure génération, autre que la nôtre ou autre que les précédentes, que la formation, l'instruction, l'éducation que nous donnons à l'école soit dynamique. Nous saluons les initiatives de la société civile, parfois des jeunes engagés au Bénin et ailleurs, qui entrent dans les écoles avec la permission des directeurs d'école pour faire des sensibilisations avec des thèmes du genre, mais c'est aussi l'occasion pour justement ces autorités-là de se dire que d'accord, nous avons la morale, le civisme qui dit que pour traverser une route, il faut d'abord regarder à gauche et à droite, mais comment évoluer après cela? Donc, l'école aussi a une grande responsabilité là, et c'est heureux que vous le mentionnez. L'école, à l'instant, vous le mentionniez, Gagnath a une très grande importance, bien sûr. Les médias aussi, et puis voilà, comme le vôtre, sur lequel on voit et on ressent cet engagement pour les femmes qui est le vôtre. D'où vous tenez justement cette foi, j'allais dire, cet engagement dans la lutte contre les discriminations et dans la représentativité des femmes? C'est comme si vous me demandez de raconter une histoire. Si c'est le cas, cette histoire n'a pas de date de début. Je ne me suis pas levée un jour pour dire il faut que je milite pour la défense des opportunités des femmes, pour la défense des droits des femmes. Non, je me suis levée un jour et j'ai dit j'ai l'opportunité de créer un blog. Et pour ce blog-là, qu'est-ce qui est utile que je partage comme information? Je parlais dans le temps pas de journalisme classique sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais journalisme de solution, journalisme utile. C'est ce que j'avais en tête. Donc, comment ne pas seulement donner l'information, mais comment, en donnant l'information, trouver des solutions aux problèmes qu'évoque cette information que je donne. Donc, au fur et à mesure, en intégrant des associations, des initiatives, en allant à des rencontres, j'écoutais des femmes, des gens parler de l'importance de former les femmes, de l'importance que les femmes deviennent des leaders, de l'importance d'accompagner les femmes dans le processus d'autonomisation, que ce soit dans le milieu professionnel classique ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et après, je me suis dit, je sentais en moi comme une chair de poule, une voix qui m'appelait pour me dire, tu as ta part à donner, tu as ta part de contribution à faire. Donc, de fil en aiguille, chaque fois qu'il y a une initiative, j'y vais, je participe autant que je peux. Et moi-même, sur ma plateforme, je me suis donné comme mission, surtout au départ, de faire les portraits des femmes qui peuvent être des modèles ou qui sont des modèles. Après, la plateforme est devenue une plateforme de traitement d'informations généralisée, mais elle est toujours focus entrepreneuriat, femmes et enfants. Évidemment, on va retrouver tous les liens vers et votre plateforme Elmedia et le FGI Bénin. Il y a aussi la plateforme Anti-Fake News, sur laquelle on traite les informations pendant les projets déroulés par FGI Bénin relatifs au sujet dont il est question dans cette édition de Odile. C'est promis, ce sera dans les notes d'épisode. Un grand merci à vous, Gagnath, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site internet odile.org, odil.org, et sur les réseaux sociaux X et Facebook en cherchant Odile Plateforme.